Quand vous avez entendu le Premier ministre hier soir, vous vous êtes dit, ça y est, on est confiné jusqu'à l'été? Non, mais moi, de toute façon, j'avais un petit peu compris, on l'avait déjà évoqué ici, qu'on allait être confiné, enfin, en tout cas, on allait être dans ce mode-là pour très longtemps. Très longtemps. Sans doute jusqu'en février, avec des petits allègements. Tout se fera à chaque fois, tous les 15 jours. J'ai l'impression que cette clause de revoyure va nous hanter. Tous les 15 jours, on va revoir Jean Castex. En plus, on le voit. Entre les 15 jours, on le voit aussi. Donc c'est bien, on n'a vraiment jamais l'impression d'être vraiment quitté. On a toujours la bride sur le cou. Il l'a dit, la bride sur le cou. Tels des chevaux. Nous sommes vraiment, après les petits-enfants, nous sommes maintenant des chevaux dont on tient bien la bride. Donc non, moi je me doutais bien qu'on n'allait pas festoyer au 31. C'est toujours le ton qui est étonnant. Alors ce gouvernement se veut transparent, pour autant il n'est pas clair. Et donc il faudrait déjà, pour que la transparence ait de la valeur, il faudrait déjà de la clarté. Parce que la transparence sans la clarté, ça ne sert à rien. Et la clarté, là, on ne l'a pas du tout. En revanche, l'ennui, oui. C'est-à-dire que vraiment, écouter pendant 1 heure M. Castex, ça relève de la gageure et de l'ennui parce qu'il ne se passe rien, il ne se dit rien. Et finalement, on a l'impression qu'on est au point de départ. On est exactement là où on était. Non. Ce sentiment que vous avez, Barbara, que rien n'est clair, je ne vois pas comment on pourrait rendre les choses beaucoup plus claires, franchement. Mais non, on ne pourrait pas rendre les choses beaucoup plus claires maintenant, puisqu'on n'a jamais été capable de rendre les choses claires depuis le début. Donc ça, évidemment, je reste persuadée que quand quelque chose est mal emmanché dès le départ, ça ne peut jamais s'améliorer. Et même, ça ne peut qu'empirer, surtout en ayant eu cette parenthèse estivale où l'on a cru que ce reconfinement n'arriverait jamais. On se rappelle, nous sommes prêts, il n'y aura pas de reconfinement. Donc, non, nous ferons tout pour l'éviter. Oui, mais enfin, nous sommes prêts, on l'a entendu, répété à maintes reprises. Là où je ne serais pas tout à fait d'accord quand vous dites c'est ce fichu virus et on ne peut pas savoir tant qu'il y a ce fichu virus. Non. On n'a pas à subir ce fichu virus dans la mesure où on n'est pas face à la peste, on n'est pas face à Ebola, on est face à un virus qui a un taux de mortalité entre 0,5 et 1%, dont on commence de plus en plus à savoir gérer l'aggravation. Donc je pense surtout qu'on a un problème de politique sanitaire, de politique publique. Je ne crois pas que ce soit uniquement de la faute du coronavirus. Alors on a compris que c'était beaucoup la faute des Français. Dernièrement, c'était aussi la faute de certains médecins qui étaient des charlatans, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça peut exister. Hein. Oui, mais enfin, je crois surtout que... Ne sais pas de nom, parce que là, on est foutu. Oui, si vous allez me relancer. Mais je crois surtout que les politiques publiques qui ont été mises en œuvre depuis février, même depuis janvier, puisque Mme Buzyn était au courant déjà de la situation grave dès la fin décembre grâce à des amis en Chine. Donc on voit bien que quand même, on est là pratiquement à 1 an de très mauvaise gestion de la politique publique. Alors, qui est quand même très partagé dans beaucoup de pays d'Europe. Oui, mais pas partout. Pas partout. Et en Asie, la chose a été très bien gérée. Les règles d'attestation et de dérogation seront prolongées au moins jusqu'aux vacances de Noël. Ça aussi, ça veut dire que peut-être que pour Noël, on sera moins nombreux, tout simplement, parce qu'on ne pourra pas se rejoindre. Mais c'est ça aussi qui est... Est-ce qu'on mesure que la France... Parce que voilà, on peut se comparer, c'est toujours bien de se comparer. La France est le seul et unique pays au monde où le citoyen autorise à sortir. Il peut d'ailleurs le faire autant de fois qu'il le veut dans la journée, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de nous brimer sur le nombre d'autodérogations qu'on peut faire aux règles du confinement. Ça, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire qu'on se réalise nous-mêmes nos propres autorisations de sortie. Et la docilité générale fait qu'effectivement, nous sommes tous là, et étant légaliste, je le fais. Je remplis ma petite attestation sur mon téléphone portable, mais c'est absolument sidérant. Et que là, on continue à nous annoncer que les attestations dureront, et j'ai même cru comprendre qu'elles allaient durer après encore. C'est ce qu'on comprend, oui. Avec renforcement des contrôles de police, parce qu'il s'agirait bien aussi d'aller nous demander nos dérogations, nos attestations, quand on est en train de faire la queue devant le boulanger. Vous avez la police qui vient vous demander que faites-vous, montrez-moi votre attestation. Non mais moi je pense que là on n'est pas loin du délire complet. Oui, mais c'est un peu étonnant parce que M. Castex a l'air de découvrir qu'effectivement, le Covid, parfois, pour 0,5% ou pour 1%, peut conduire un jeune sans comorbidité. Parce que là, on ne sait pas, à 29 ans. Oui, mais 29 ans, s'il y a du surpoids, des comorbidités, une mucoviscidose, de l'asthme, je ne sais pas, quelque chose qui peut justifier ça, on ne sait pas. D'ailleurs, le profil en général des moins de 65 ans qui sont en réanimation, on ne nous le donne jamais. On nous donne juste un âge pour un petit peu faire peur à tout le monde. Et le profil précis clinique, on ne l'a pas.
évidemment, il y a aussi, et c'est terrible, des jeunes qui sont frappés à 25 ans par un cancer. Donc, et qui peuvent y risquer leur vie. Il y a aussi des gens, par exemple, on peut penser que le diabète, c'est une maladie plutôt de personnes âgées. Ben non, on peut avoir le diabète à 30 ans. Donc, bien entendu, mais ce genre de phrases et ce genre de communication, si vous voulez, quand on regarde en règle générale ce que sont les maladies, y compris les maladies infectieuses, et même une grippe, on peut mourir à 30 ans d'une mauvaise grippe. Alors, voilà. Je trouve que c'est compliqué, que c'est facile d'être dans les oppositions et de dire « c'est nul, ils sont pas clairs, on aurait fait mieux ». Moi, ça m'est égal que ce soit la majorité ou l'opposition. Je crois qu'il faut qu'on ait des gens qui essayent de gérer de façon expérimentale ce qui est une expérience. Je ne crois pas qu'on puisse agir de façon expérimentale quand il y a des milliers et des milliers d'entreprises en jeu et des petits indépendants, des petits commerçants qui vont littéralement mourir. Et je pense c'est vrai, que peut-être... 82% de l'activité est maintenue, nous dit la Banque de France aujourd'hui. Il y a vous avez des petits indépendants qui sont en train de mourir, qui ne pourront pas payer leurs charges, qui ne pourront pas payer leur loyer et qui ont aujourd'hui sur les bras des stocks incroyables qu'ils avaient constitués parce qu'on ne leur avait pas dit qu'on allait reconfiner. Hein. On leur avait dit au contraire, on nous a dit partez en vacances, on a dit à tout le monde joyeux Noël. Et puis là, aujourd'hui, on a un monde du petit commerce et des indépendants qui est complètement dévasté. Et ça va être bien plus grave sur le long terme, tout comme d'ailleurs les décompensations psychologiques, etc. Tout cela, à long terme, sera extrêmement grave. Et politiquement, ça sera aussi une lourde dette qui devra être payée un jour. Il y a quand même des aides assez remarquables. Mais ces aides, écoutez les petits commerçants, ils vous disent ça n'éponge rien, strictement rien. Et en plus, certains n'y ont pas droit parce qu'une fois qu'ils remplissent... Ça n'est pas vrai que ça n'éponge rien. Une fois qu'ils remplissent les documents, l'URSSAF leur dit vous n'y avez pas droit. Donc... Allez, une vision très noire. Pour vous parce que la situation cette vision noire, regardez. Moi, je crois quand même que le mode de décision qui s'est imposé à travers le Conseil de défense, ça va laisser des traces dans notre vie démocratique. Parce que, effectivement... Décidément pleine d'optimisme. Oui, parce que je pense que vraiment, c'est extrême. Un Conseil de défense... on veut bien, mais cette succession de conseils de défense, et en plus, il y a eu le terrorisme qui est venu se mettre au milieu. Donc, le conseil de défense, il n'y a jamais aucun président qui en a fait autant qu'Emmanuel Macron. François Hollande l'a effectivement revitalisé, mais on était dans le cas du terrorisme. Et à mon sens, la présence des militaires se justifiait au conseil de défense. Excusez-moi, là, on est dans une crise sanitaire. Je ne vois pas bien ce que des militaires ont à faire dans un conseil de défense. Non, mais parce qu'on appelle conseil de défense. Non, il y a des militaires qui sont présents. Ce qui s'appelait comité restreint, c'est être sûr que les responsables des rouages de l'État et les ministres régaliens soient tous là. Mais en l'occurrence, c'est au-delà de la simple discussion à l'Assemblée nationale. Dans cette crise sanitaire-là, il y aurait dû y avoir une forme d'inventivité démocratique pour qu'effectivement la décision soit davantage partagée. Là, on est dans... C'est plus que l'exercice... C'est plus que l'exercice solitaire du pouvoir. On est parfois à la limite de l'autocratie. Mais avec qui ? Avec l'ensemble des représentants politiques, avec l'ensemble de l'opposition. On n'arrête pas de les consulter. Non, les consulter pour être vraiment dans une décision partagée. Beaucoup de gens, franchement, moi pas trop, mais beaucoup de gens ont besoin de ce genre de contre-discours. Ils ont le sentiment que eux, comme citoyens, comme individus, comme sujets de cette monarchie présidentielle, ils sont jamais écoutés, qu'on leur cache des choses. Donc dès qu'on leur dit voilà quelque chose qui va vous dire le dessous caché des choses, ça fait de l'audience. Allez, le complotisme. Le complotisme, je ne sais pas. Je pense que d'abord, toute hypothèse, dans une démocratie, me semble-t-il, où la liberté d'expression nous est chère et on se bat pour la défendre, toute hypothèse a le droit d'être posée. Ce qui compte, c'est la logique de la démonstration. Donc la logique de la démonstration dans ce documentaire que j'ai vu, il y a des fois où des questions sont posées, des réponses ne sont même pas apportées. C'est-à-dire que la question est posée, elle est laissée en suspens. Il y a des sous-entendus qui, effectivement, peuvent laisser penser... quand on les lit et quand on a une lecture complotiste du monde, on peut effectivement entendre dans ce point d'interrogation une forme de réponse. Néanmoins, je n'y ai pas vu, si vous voulez, 2h43 de complotisme. Il y a des propos... En tout cas, les 3 derniers quarts d'heure, c'est très clair. Voilà, les 3 derniers quarts d'heure peut-être. La première heure, c'est simplement un exposé des errances de notre gouvernement, et je suis désolée, mais il n'y a rien là que de factuel. Et effectivement, on pourrait dire d'une façon un peu amusée, quand on a entendu Jean Castex pendant 1 heure l'autre soir, on a peut-être envie de croire que la vérité est ailleurs, c'est vrai, comme dans X-Files. Mais je pense que
ce qui est très intéressant, c'est d'une part le succès, de ce documentaire, c'est le grégarisme sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire je te like, tu me like, personne ne l'a vu mais tout le monde le like. Monsieur Douste-Blazy ne l'a pas vu mais dit « Ah, je me retire du documentaire ». Déjà, il faudrait qu'il prenne le temps de le voir, d'autant plus que le cinéaste lui avait envoyé le documentaire pour avoir son autorisation, il ne lui a jamais répondu. Voilà. Donc, il y a quand même toute cette problématique qui se pose. Il y a les stars qui relaient, il y a Juliette Binoche, il y a Sophie Marceau, par exemple. Il y en a... Oui, il y a Carla Bruni aussi qui tweet, qui like. Alors peut-être qu'elle a liké parce que ses copines avaient liké. Donc c'est tout le problème des réseaux sociaux, qui n'est pas que la question, encore une fois, du complotisme. Mais il y a des questions qui sont posées, et notamment il y en a une, moi, que je trouve très intéressante, et je n'ai absolument pas la compétence pour y répondre, c'est « Mais d'où vient ce virus ?» Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas capables... l'Institut Pasteur non, je ne pense rien. Mais non, mais le pire, c'est que je ne pense vraiment, sincèrement, rien. Mais il y a même des scientifiques aujourd'hui qui disent la possibilité d'un virus fabriqué. C'est pas un virus fabriqué par la gouvernance mondiale et par Jacques Attali. La question n'est pas là, bien entendu. Mais non, parce que c'est quand même ça qui est dedans. Quand même. Mais qu'il puisse y avoir... Et l'Institut Pasteur, bien sûr, nommément bien sûr. désigné. Mais si vous voulez, la question peut se poser légitimement de dire comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est à plus d'un an de ce virus, on arrive même à faire un vaccin, mais par contre, le virus lui-même, on n'arrive même pas à savoir si c'est un virus 100% naturel ou s'il y aurait des éléments de construction humaine. Donc, ce sont des questions qui sont posées et je trouve que tout de suite, la posture de disqualifier le documentaire dans son ensemble et de dire c'est du complotisme, et surtout tous ceux qui le regardent sont des complotistes, des gens qui pensent que la Terre est plate. Je pense que c'est encore une fois se tromper, et c'est encore une fois ces espèces de jugements hâtifs, un petit peu comme les jugements hâtifs de la première week-end des Gilets jaunes. C'est-à-dire, on a affaire à des troupes de gens qui ne réfléchissent pas, qui ne comprennent pas le monde tel qu'il va. Je pense qu'il y a une grande partie, et bien entendu, dans ce documentaire, de choses qui n'ont ni queue ni tête. Mais les questions qui sont posées, pour certaines, me semblent tout à fait légitimes d'être posées. Moi, j'ai jamais laissé entendre que tous les gens qui le likaient étaient des complotistes. J'ai dit qu'il y avait des gens qui avaient besoin de contre-discours, de savoir des choses qu'on nous cacherait. C'est tout à fait différent. En revanche, je crois que le film est vraiment complotiste et qu'il est beaucoup plus clair que ce que vous avez l'air de dire. Il ne se contente pas de poser des hypothèses, il dit des choses. Il dit, par exemple, que l'OMS a fait interdire les autopsies. Oui, alors que c'est faux. Bien sûr que c'est faux. La façon dont il accuse l'Institut Pasteur, et que les médecins généralistes reçoivent des sommes pour déclarer des choses sur lesquelles des gens ont déjà été condamnés par la justice. Donc c'est pas simplement... Et la fin du film, elle est clairement une organisation mondiale, économique, financière, politique, pour en effet diriger les citoyens vers en même temps, cet assujettissement. Cher Roland, c'est pas des hypothèses. D'accord, mais cher Roland, il y a aussi des faits qui alimentent ces questions, ces questionnements. Quand vous avez l'enquête, la fameuse étude bidon du Lancet, qui est publiée le 22 mai, le 23 mai, Olivier Véran suspend... parce que ça faisait déjà tellement longtemps qu'il avait envie de couper la tête de l'hydroxychloroquine, suspend l'hydroxychloroquine. Vous n'allez pas encore nous défendre l'hydroxychloroquine. Non, mais ce que je veux dire, non, mais c'est pas le problème de l'hydroxychloroquine, c'est le problème politique. Non, justement. On a dit que c'est le problème. L'étude du Lancet, au fond. Oui, tout le monde a dit elle est mauvaise. L'étude est bidon le 22 mai, le 23 mai, le gouvernement français, le premier au monde, suspend et interdit l'hydroxychloroquine. Et quand on apprend que l'étude est bidon et que le Lancet la retire, etc., on n'a jamais entendu M. Véran revenir sur cette abrogation de la dérogation. Donc, il y a des faits politiques qui sont là. Entre-temps, on sait tous l'hydroxychloroquine. Oui, comme le remdesivir. Et je vous rappelle que le remdesivir, on en a tellement sur les bras qu'on est en train de le prescrire, alors qu'il est non seulement inefficace contre le Covid, mais en plus dangereux. Et pourtant, on en a plein sur les bras. Dans le film, on explique même qu'on s'est servi du Rivotril pour pratiquer une espèce de génocide des personnes âgées. Il faut quand même voir de quoi il s'agit. Le remdesivir est tout autant du charlatanisme, si on veut se poser sur ces questions-là. Or, l'Union européenne et la France a acheté des millions et des millions de doses de remdesivir. Je comprends pas ce que vous défendez en disant ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des faits... Le film est ou n'est pas complotiste? Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des faits qui sont posés et que ces faits nécessitent effectivement un débat. Donc, si on n'a pas de réponse, ça alimente les complotistes. Voilà. Et si on n'a pas ces débats et qu'à chaque fois qu'on essaie de les avoir, on vous renvoie sur des plateaux télé. Non, mais quand vous essayez d'avoir des débats contradictoires sur des plateaux, vous avez des députés La République En Marche comme Madame Coralie Dubos qui vous agressent en vous disant que vous êtes complotiste parce que vous posez seulement la question. Le problème, il est là, c'est que c'est ça que ça produit. Ça finit par produire des documentaires à tendance complotiste. Voilà.